plus sain, les coulisses d'une création. Un podcast by Né. Tous les 6 mois, la revue Né orchestre la rencontre entre un artiste et un parfumeur. Ensemble, ils imaginent un parfum. Plongez dans les coulisses de cette création, depuis le premier rendez-vous jusqu'à la touche finale. Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson. Montreuil, à l'est de Paris. La tour Orion, vestige des années 70, est en voie de réhabilitation. Dans cet immeuble quasi déserté, quelques artistes ont installé leur atelier, comme Jeanne Visserial. Après avoir imaginé de nouvelles manières de créer des vêtements, cette plasticienne formée à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, l'ENSAD, explore une voie plus artistique. À travers ses sculptures monumentales tissées de fils, elle interroge la féminité et ses représentations à travers les âges, entre mode, design, performance et recherche. Ce matin du 19 décembre 2022, elle reçoit la visite de Nicolas Beaulieu, parfumeur chez IFF. Ils se connaissent bien car Nicolas a déjà imaginé les fragrances de 2 expositions pour l'artiste. Lors de ce rendez-vous, ils vont esquisser un nouveau projet olfactif inspiré par le travail de Jeanne. Bonjour Jeanne, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bienvenue. Très bien, merci. Je suis ravi d'être là en tout cas, enfin de découvrir ton lieu de travail. Bienvenue, là on est dans le bureau. C'est plutôt organisation, et ça c'est des anciennes pièces qui sont présentées ici. C'est magnifique, toujours aussi beau. Est-ce qu'on fait un tour de l'atelier ou comment ? Ouais, super. Ouais. Et là je prépare une exposition sur les armures, et donc il y a un peu 2 teintes, donc il y a tout un univers plutôt sur le blanc. Mais là, il y a quelques pièces noires, mais voilà, qui sont un peu des sortes de mus, avec aussi de nouveau le travail de la fleur. Oui, ce que je vois. Ouais. Et par exemple, cette pièce qui est plus petite, c'est... Là, en ce moment, les pièces, elles sont présentées à la basilique Saint-Denis, et il y a des pièces qui font 3-4 mètres de haut. On voit dans le bureau, il y en a une qui est coupée en 2. D'accord. Parce qu'on peut pas la monter, on peut pas la monter en entier, ouais. En fait, tu peux faire la visite de la basilique, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a mes pièces, mais je voulais pas, au début, je voulais que je sois dans le cœur. D'accord. Et c'était pas quelque chose avec lequel j'étais très à l'aise. Très à l'aise. Voilà, et des pièces, bon là c'est pas fini, parce qu'on est en train de préparer, mais ça c'est une mue par exemple, donc elles sont en train de grignoter le mannequin pour se transformer. Et l'apparition du blanc qui sera présenté dans une salle entièrement noire, c'est vraiment ce moment de transition. Voilà, et du coup pour moi c'est des sortes d'humanoïdes voilà, qui sont en constante évolution, qui ont pas mal de choses à dire aussi sur l'histoire de la féminité, etc. Et là, les fleurs en métal, du coup, c'est nouveau. Ouais, ça c'est nouveau. Mais ce sera la seule pièce avec ces fleurs métal. Donc, c'est principalement des pivoines, des roses. Là, il y a des œillets qui sont là. Et j'ai récupéré énormément de chrysanthèmes là, qui sont en train de sécher. Parce qu'on a tourné un film dans la basilique sur l'histoire des gisantes et du coup des reines. Et du coup, c'était fleuri de chrysanthèmes. Et du coup, on a fait des installations avec des fleurs de saison. Et du coup, c'était des forcément. Je vois du mimosa, ça me rappelle des bons souvenirs de nos collaborations passées. C'était mon diplôme. De son diplôme. Ouais. C'était en quelle année du coup ? 2015. 2015 Ouais. Ouais, j'avais oublié, ça passe tellement. Ça fait quand même 7 ans. Ouais. Donc, j'ai eu peur, moi je pensais que j'allais pas avoir mon diplôme, parce qu'il fallait faire une collection de vêtements. Fallait faire une collection de vêtements portables. Et moi j'étais dans un processus de recherche. Mais bon, ça s'est quand même très bien passé. Oui. Mais on aurait pu me dire, t'as pas fait une collection de design vêtements, et c'est le vrai, j'ai pas fait une collection de designer vêtements. Moi, j'ai arrêté de faire des vêtements pour la mode, vraiment. Enfin, je me consacre plus à la sculpture ou à la danse, à la choré, ces choses-là. Mais c'est vrai que je trouve qu'un des trucs qui me plaît, c'est de me dire qu'on peut porter une odeur, en fait. Mm-hmm. Et je trouve ce rapport-là au prêt-à-porter qui est comme une odeur, je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, en fait. Et c'est la chose avec laquelle je pourrais revenir à cette idée de porter quotidiennement quelque chose. D'accord. Mais pas à travers le vêtement. Non, le vêtement, on a suffisamment de vêtements sur la planète pour nous habiller pendant 300 ans. Donc il y a des gens qui le font très bien, mais moi, en tout cas, ma place, elle est plus là-dedans.
Et voilà, se replonger. Je me souviens, à ce moment-là, tu m'as beaucoup parlé de ton séjour à Rome, dans la Villa Médicis, pendant le confinement, et de ce travail que tu avais fait avec les fleurs. Et c'était magnifique encore, ces photos de masques avec les fleurs. En fait, j'avais plus de matériel, je pouvais pas avoir de fil. En fait, j'avais juste quelques bobines, mais enfin, je pouvais plus rien faire livrer. On était coincés dans ce parc, et du coup, j'ai utilisé les matériaux qu'il y avait sur place, quoi. Logiquement, tu vas à la Villa Médicis, t'as pas le droit d'aller piocher dans le jardin comme ça. Hein. Mais juste, en fait, même les jardiniers qui ont dû aller se confiner un peu après le lockdown principal, je me souviens, ils ont laissé des cercles entiers de marguerites. Ils ont rangé le parc, en fait. Enfin, ils ont fait un dernier nettoyage. Et ils m'ont laissé des espaces entiers de fleurs. Je cueillais le matin, je me dépêchais de faire une silhouette. Je le faisais sur moi parce que du coup il y avait la distanciation sociale, donc je pouvais pas. Enfin, c'était pas un délire mégalo de se prendre en photo, je l'avais jamais fait avant. Juste je pouvais plus travailler sur d'autres corps humains que le mien, et mon seul lien avec l'extérieur c'était mon compte Instagram. Et ça s'est fait comme ça, et en vrai ça a un peu détourné mon travail, parce qu'après je les ai fait sécher ces fleurs et j'ai questionné toute la représentation de l'histoire de la féminité à travers les représentations d'anatomie du corps féminin, puisque en fait, quand tu vois ça, donc ça c'est les Vénus ouvertes de Clemente Cecchini. Dans l'histoire de l'art, il n'y a absolument pas de représentation de la grossesse, de l'avortement, de fausses couches, ça on n'en parle même pas. Mais il y a toujours cet avant-après. Mais d'un point de vue scientifique, c'était toléré. Elles sont toujours représentées comme ça, allongées, avec toujours un fœtus. Elles sont tout le temps en état d'extase et de jouissance. Et elles sont numérotées. Alors que pour les hommes, on a toujours plus ou moins la provenance du modèle. Ouais. Et elles sont notées Venerina 1, 2, 3, etc. Et donc quand j'ai découvert ça, je me suis juste dit, mais en fait, il faut juste les remettre debout et leur donner un statut de sculpture en tant que tel. Et voilà, c'est un peu venu aussi de là, ce travail des fleurs qui était à cette période-là encore fraîche, quoi. Cette dernière exposition à la Basilique, tu veux nous en parler? Est-ce que ça pourrait être le point de départ d'une nouvelle façon de penser le parfum, une odeur? J'avais fait une gisante qui est née toute seule en revenant de Rome. C'est-à-dire que j'avais changé d'atelier, c'était beaucoup plus bas de plafond, donc mes pièces elles font 3 mètres, donc impossible. Je les travaille allongées. Et je suis arrivée un matin à l'atelier et je l'ai vue dormir, en fait, ma sculpture. Et j'ai dit, mais en fait, faut pas... En fait, c'est une gisante, c'est pas une sculpture. Là, ça t'est venu. Ouais. Et je lui ai dit, il faut la laisser dormir, c'est une gisante, quoi. Elle restera comme ça. Mais elle n'est pas morte. Ici, on utilise beaucoup la sauge blanche, par exemple. Okay. Et c'est vrai que c'est un truc, c'est hyper important d'avoir une odeur aussi. Oui, mais une odeur un peu mystique quand même, que ce soit l'encens ou la sauge blanche, il y a quand même ce côté très... un peu chamanique, sur la sauge blanche en tout cas. Moi, c'est des odeurs que j'aime bien travailler de toute façon, donc ça peut être une piste de réflexion peut-être. Ouais, ça peut être trop bien comme piste. C'est très, c'est très très évocateur, hein. Ça c'est sûr, c'est très puissant. C'est vrai que cette idée de sauge blanche, mais tout en restant dans l'idée de fumigation et de quelque chose de mystique. Et le feu, quoi. De feu. La fumée, quoi. Je vais prendre quelques notes, parce qu'après je vais oublier. Et en termes de matière et texture, si on reste sur cette idée des gisants, c'est quelque chose qui m'interpelle pas mal dans mon processus créatif, la texture. Je pense que c'est bien s'il y a un truc, il y a une chaleur, il y a quelque chose, tu vois. Mm-hmm. Mais tu vois, moi je pense que si, en termes d'odeur, c'est comme quelqu'un d'assez imposant, c'est assez beau quand une personne comme ça, en fait, a une odeur assez douce. Mm-hmm. Puissant, présent, mais pas envahissant. Mais ouais, c'est pas mal ce truc aussi. Ça pourrait être une odeur de transition. Entre quel état et quel état? Quand elles sont allongées, et au moment où elles sont des gisantes, et quand elles deviennent présence. Présence, c'est quand elles sont debout, en fait. J'essaie au début de m'affranchir du côté matière première, parce que on a ces réflexes en tant que parfumeur, quand on pense à matière première, directement on va penser à corps, et ça va vite nous amener vers quelque chose. Et
Moi, je trouve que dans une première phase créa de collaboration, il faut un peu s'affranchir de ce qu'on connaît déjà. Évidemment, il y a un moment, quand on va se revoir, où j'aurai besoin d'utiliser le biais des matières premières pour te faire réagir et échanger et faire avancer le projet. Mais là, je trouverais intéressant de les rendre vivantes avec quelque chose de chaud. Donc, arriver à avoir quelque chose de à la fois minéral et chaud, c'est un peu un challenge. Il va falloir que je réfléchisse et que j'explore un petit peu, mais j'aime bien l'idée, ouais. J'aime bien l'idée. 4 semaines plus tard, deuxième rencontre. Galerie Templon, dans le quartier du Marais, l'installation Armors joue à fond la carte du contraste. Au rez-de-chaussée, les murs immaculés renforcent le gigantisme des apparitions ébènes. Au sous-sol, dans une obscurité sépulcrale, les spectres blancs trônent avec majesté. En gros, l'exposition s'appelle Armor. C'est un peu un jeu de mots entre les armures et l'amour, puisque quelque part, elle représente des états de corps plutôt féminins en mutation, mais la question du genre se pose aussi, puisque comme elles sont en constante mutation, on oublie aussi un peu cette question-là, puisqu'elles sont tout le temps en transformation. Et après, il y avait cette question de la force et de la fragilité, puisqu'elles sont toutes réalisées entièrement en fil. Donc, si on les touche, on les détruit. Puisque c'est des longues heures à les coiffer, à les installer. Et donc, il y a cette idée-là aussi où elles sont capables, via leur mutation, leurs armures et leurs armors, et qui sont constituées d'organes anatomiques, de renvoyer une certaine force qui fait qu'on ne va pas les toucher, on ne va pas les abîmer. Mais par contre, si on les touche, on atteint directement leur cœur et leurs organes, puisque on ne sait jamais si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà un peu l'idée. Il y a la présence d'un robot qui est la seule pièce qui va être continuée pendant les 2 mois de l'exposition, avec la technique du tricotissage, donc qui est la technique que j'ai développée pendant mon diplôme puis ma thèse de doctorat. Et c'est la seule pièce qui va être réalisée à la main, à la machine, puisque toutes les pièces sont entièrement réalisées à la main. Et c'est ces jeux-là qui m'intéressent aussi par rapport à la question de la création. La création aussi, nous, aujourd'hui, par rapport au rite et la question de la création. Donc c'est aussi pour ça qu'il y avait cette main robotique aussi qui est là quelque part. Voilà, et du coup ça ouvre plein de questions sur la question de la fabrication, de la procréation, du statut des genres aujourd'hui, et notamment principalement celui du corps féminin, mais qui ouvre aussi sur d'autres représentations. Et du coup au sous-sol, c'est un négatif de l'exposition du haut. Renaître en leur redonnant leur histoire. Et elle se réveille un peu d'elle-même. Elle, c'est une princesse qui est anonyme, par exemple, on ne sait pas d'où elle vient. Donc elle pleure et finalement, c'est ces larmes qui vont faire renaître les reliques qui prennent la forme de fleurs. Donc on retrouve aussi dans mon travail. Et petit à petit, en fait, les fleurs poussent et en fait, quelque part, elles se réveillent, deviennent des présences et s'en vont. D'accord. Maintenant, c'est peut-être à moi alors de te faire découvrir ce que m'a inspiré notre dernière rencontre. J'espère que ça va résonner avec ton travail et ton intention créative. Donc je les essaie là-haut, si tu veux, on peut aller les sentir et les découvrir. Ça marche, allons-y. Alors écoute, tout ton travail, ce qu'on a évoqué aussi, les pistes qu'on a évoquées ensemble, m'ont donné 3 idées assez différentes. Ça exprime des parties différentes de ton travail, donc je voulais avoir un peu ton ressenti, te les faire découvrir et puis à partir de là, avancer avec toi pour les emmener exactement là où on voulait, quoi. Donc, en espérant qu'elles résonnent. Alors, le premier parfum, c'était justement sur cette notion de transition entre les gisantes et les présences. Donc en fait, je t'ai travaillé un accord autour d'un accord minéral d'une part, et d'un accord animal
qui réchauffe et qui donne la présence et le côté très humain au parfum. On est sur un travail autour de l'ambrox, une molécule captive qui s'appelle le Solaris, un côté un petit peu plus marin, il y a un petit peu d'absolute d'algues, et en résonance, pour lui donner la chaleur humaine, j'ai travaillé avec un extrait de houblon qui donne pour moi ce côté légèrement animal et qui rappelle un petit peu l'haleine humaine, un côté un peu costus pour redonner aussi un côté un peu plus animal, et un jasmin absolu d'Inde aussi qui redonne pour moi quelque chose de très humain, et il y a toujours ce côté un petit peu fleur séchée qui est important dans ton travail. La dimension animale, un peu humaine, ouais, ça tu l'as bien? Ouais, ça je le sens. Mais du coup, ça les situe. Enfin, j'essaie de réfléchir avec elle. Avec elle, avec les... On le garde. Ouais. Je te fais découvrir le suivant et puis après on rediscute au fur et à mesure. Comme ils vont évoluer, c'est pour ça que je te les ai numérotés, pour qu'on puisse les suivre et en rediscuter. Alors, sur le deuxième parfum, là j'ai vraiment travaillé, c'est une idée qui venait de toi, où tu m'as dit que tu utilisais beaucoup à l'atelier des rituels de presque de purification en brûlant de la sauge blanche, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé parce que je trouve qu'il y a un peu de magie aussi dans ton travail, où tu arrives à cette idée de renaissance, à redonner vie à ces gisantes, cette espèce de transition. Pour moi, elle peut s'opérer aussi par un côté un peu chamanique. Je l'appelais chaman d'ailleurs. J'ai vraiment voulu exploiter ce côté fumigation un petit peu magique. Et du coup, là, il s'agit d'un accord autour du Palo Santo, qui est un bois brésilien qui s'utilise beaucoup dans des rituels de fumigation. De la sauge blanche, qui est ici un accord à partir de sauge officinale plus de sauge sclarée. On a deux variétés. Et un côté brûlé qui est voulu pour avoir cette idée de fumée, mais une fumée un peu chaude, tu vois, pas le feu de cheminée. C'est bien ça. Alors le Palo Santo, c'est un bois qui est assez incroyable parce qu'il a pour moi une odeur assez complexe, c'est presque un parfum en lui-même parce que tu as à la fois un côté très aromatique. Alors on n'a pas d'extrait de Palo Santo naturel à disposition, donc j'ai recréé l'odeur du Palo Santo à partir de bois de santal, de cèdre, de menthe, il y a ce côté un petit peu frais, et d'odeur presque un peu de noix de coco légèrement tabassée en fait. Donc ça c'est quelque chose que je retrouve aussi dans le parfum, et accompagné avec ce côté très très aromatique de la sauge qui porte le parfum, et le côté fumé, donc comme je t'expliquais, qui est fait à la fois avec du goudron de bouleau et une qualité de vétiver particulier qui est un vétiver de Java qui a cette propriété d'être très fumé. Mais il y a un truc un peu enivrant, je trouve. Envoûtant ou enivrant? Non, mais un truc qui fait un peu... Mais peut-être c'est parce que c'est des odeurs que tu connais un peu et qui te rappellent des moments... Qui sont même par rapport à l'atelier, parce que le Palo Santo, on l'utilisait beaucoup avant. En fait, là, là, on est plus dans une dimension d'espace. En fait, dans l'autre, on est plus dans quelque part un peu l'odeur qu'elle pourrait avoir. Et là, on est dans ce qu'elle pourrait laisser. Et ça, je trouve que c'est très beau, en fait. Enfin, j'aime bien le premier aussi, mais en tout cas, dans le... J'aime bien l'idée, j'y avais tu vois, pas comme pensé si elles étaient passées. Absolument. Comme une trace, et du coup, une par empreinte rapport olfactive. Exactement. Et du coup, par rapport à cette idée de renaissance, en tout cas d'état endormi à état debout, peut-être que ça sent ça en fait quand elle se... Voilà, pour Shaman, on le met à côté. Ce troisième parfum, je l'ai appelé Fleshstone, c'est un peu bizarre. Mais c'était l'idée de la pierre, mais alors là, pas dans le côté minéral, mais plus dans le côté humide, presque un petit peu salpêtre. C'est un baume à base de miel et de labdanum, de lentisque, de toutes ces matières qui, pour moi, sont très 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 incarnées en termes de texture. Pour moi, quand je sens ces matières, je vois le baume soif qui coule, tu vois. Et pour le côté
pierre humide, j'ai travaillé avec de la gentiane, qui donne ce côté un peu vert, amer. Très différent, hein. J'aime bien, Bon, en fait, on est sous terre, mais on en sort, quoi, un peu. On est dans le terrain, dans le terreau fertile, où il se passe plein de choses, en fait. La mousse, là, moi, je vois de la... Il y a de la mousse, absolument. Mais la gentiane, c'est perturbant. C'est amer, c'est vert. Ouais, mais j'adore la gentiane. Mais c'est très bizarre, parce que petite, j'adorais aller dans la cave de mon grand-père. Mon grand-père a fait de la gentiane pendant des années. Ah oui? Et du coup, je retrouve Mais plein... il était où ton grand-père? Vers le Jura, quoi. D'accord. Ah ouais, donc tu retrouves l'odeur de la cave où on faisait sécher la gentiane. Il y a ça, plus, moi je vois de la mousse sur une pierre après une pluie. Bon, là j'ai vraiment une Madeleine de Proust sur le troisième. Bah ouais, ça j'ai bien retenu. Ça, je connaissais pas l'histoire de la gentiane et de ton grand-père, j'avoue que c'est génial, moi j'adore entendre ça. Mais c'est très personnel, ça, il faut arriver à le dépasser pour le transmettre à tes œuvres et à ton univers. Hein. Oui, non, mais ce que j'aime bien avec ce truc un peu d'humidité, c'est que c'est le pire truc c'est la pire chose qui pourrait leur arriver. En retrait depuis le début de la séance, Jeanne Doré a senti les 3 propositions composées par le parfumeur. Elle apporte son point de vue pour permettre au projet de conserver le bon fil conducteur. Moi, je trouve ça super intéressant le troisième, mais j'avais aussi un énorme coup de cœur sur le 2. Ouais. D'accord. Parce que pour moi, ça rejoint ce que vous avez évoqué tout à l'heure pendant la visite. Je crois que tu as parlé d'embaumement. Et pour moi, on est complètement là-dedans. En fait, oui, dans ce côté un peu rituel. Ouais, c'est ce que je voulais. On va préserver le corps grâce à des plantes, à du tabac, la menthe. Il y a un côté corps préservé par des recettes un peu mystérieuses. Il y a un côté très médicinal. Et on parlait aussi de côté un peu enivrant, entêtant. Oui, ça c'est Jeanne qui avait ce côté un peu... j'ai une note un peu phénolique, un peu comme de l'encre. Oui, absolument. Ça me fait comme et moi j'adore ce genre de notes, ça donne un côté justement un peu vieille armoire à pharmacie, un peu cabinet d'apothicaire. Mais on est dans cette côté très intention. frais de la menthe. Et le côté un peu sombre, brûlé, c'est très contrasté, mais super bien équilibré. Et quand je voyais les œuvres, ça résonnait. Ce côté embaumement, là, c'était complètement ça. C'est grâce à ça qu'elles sont vivantes, finalement. C'est parce qu'elles ont été préservées. Et c'est surtout un des rôles premiers du parfum, c'était de préserver les morts. Donc on retourne aussi un côté super ancestral. Un peu à nos racines aussi. Du parfum, quoi. Ouais, c'est vrai. Je te les confie et on fait comme... Génial. Je peux faire sentir à l'atelier. Ah bah bien sûr, au contraire. Au contraire, et puis n'hésite pas à vivre avec, peut-être à sprayer sur un sur chaque poignet. Parfait. Et comme ça tu vis avec et je pense que tu auras un ressenti et des idées qui vont venir assez naturellement. J'en doute pas. Ouais, merci beaucoup, c'est plein d'imagination là. Moi je trouve que c'est la plus belle chose qu'on puisse porter à un parfum, en termes de création. Puis je trouve que c'est quand même un peu magique pour le coup. Ah, moi je trouve aussi, c'est un peu magique le parfum. Un mois plus tard, à Neuilly-sur-Seine, chez IFF, dans la banlieue ouest de Paris. Sur la table de travail, 4 versions de chaque piste sont disposées, celle sentie lors du précédent rendez-vous, et 3 variations. Tu as pu les porter, les suivre un petit peu? Oui. Très bien. Alors, du coup, il faut comparer les 4. La mode Agi, c'est celle que tu as portée. Ok. D'accord. Et 3 nouvelles propositions qui sont basées sur cette mode Agi. D'accord. Ok. Merci. Alors, je te laisse découvrir, je ne veux pas te donner trop d'informations, parce que je ne veux pas t'influencer, en fait. Il n'y a pas de test, c'est pas... En tout cas, il y en a un sur les 3 là qui se démarque pour toi, qui est différent. Oui, je dirais. Un truc qui est peut-être un peu plus minéral d'un coup. C'est possible, parce que j'ai joué sur soit des notes aromatiques, des notes épicées notamment, alors que sur les 2 autres modes, j'ai travaillé le côté plus aromatique, comme je te l'expliquais, pour aller encore plus loin dans cette notion d'aromates bénéfiques et de guérison. Ça me plaisait beaucoup.
Et du coup, j'ai voulu travailler avec 2 poivres qui me paraissaient intéressants parce qu'ils sont à la fois épicés et très aromatiques. Un poivre du Sichuan et un poivre du Timut. Donc sur le poivre Sichuan, on est pour moi sur un poivre qui est évidemment épicé, mais très aromatique avec une facette assez florale en fait, qu'on retrouve un petit peu dans la bergamote. Alors que sur un poivre du Timur, on est sur une facette également citrus, mais beaucoup plus sur un pamplemousse. Il y a quelque chose comme ça d'un petit peu amer qui est pas sans rappeler un peu l'accord boisé qu'on avait déjà établi dans Chaman avec la sauge. Du coup, c'est laquelle la mode, toi, qui t'avait séduit sans trop savoir au début ? C'était AR. AR. Et sur les 2 autres, des rejets ou c'est juste que tu as une préférence sur l'AR ? Non, mais du coup, la S, ça y est, je ressens la gentiane, alors du coup, j'ai encore ce truc. Ben, c'est bien. Ben, c'était pour, hein. Enfin, et en plus, je me souviens quand tu me dis on peut pas mélanger les deux au début. Puis après, j'ai repensé, je me suis dit, mince, en même temps, si je cherche un départ un peu plus aromatique, la gentiane, ça marche, sans mélanger les deux. C'est dur. Bon, après, moi, je connais pas totalement les timings, mais je pense pas que tu sois obligé de décider tout de suite maintenant. Au contraire, moi, je préférerais que tu vives un peu avec, que tu les portes, tu vois, comme la dernière fois, parce que c'est important. Un parfum, c'est quand même une histoire qui se dévoile avec le temps, tu vois, suivant la volatilité des ingrédients. On peut pas choisir comme ça sur un coup de tête 2 minutes. Là, ce qui était important, c'était de t'expliquer la volonté, d'où on souhaitait emmener ce parfum, et de voir si ça allait dans le bon sens. Ça, on le voit de suite. Ouais, complètement. Ouais, je pense que dans la chamane, je préfère quand même avec la touche de gentiane, je crois. Est-ce que t'as une préférence ? Oui. Alors, on a le droit de savoir. Ben, je sais pas, parce que j'ai tellement peur de t'influencer. Moi, je trouve que les 2 fonctionnent. Là, on parle de chaman. Hein. Je trouve que les deux modes fonctionnent. Ça apporte quelque chose de différent. Il y a un côté un peu exotique qui est intriguant comme ça dans la mode R. Et S a quelque chose de... Ce côté légèrement racine humide de notre gentiane, je trouve que ça apporte aussi un beau contraste avec le côté sauge qui est presque brûlé en fait qu'on a dans le chaman. Et du coup, ça, je trouve que c'est quand même, d'un point de vue parfumistique, c'est quand même assez intéressant. Il faut juste choisir pour qui on le fait. Mais ça, c'est plus toi, peut-être. Pourquoi ? Bah, je sais pas. T'aimes pas choisir, hein ? Non, pas du tout. Je déteste faire des choix. D'ailleurs, j'en fais jamais. C'est vrai ? Rarement, ouais. Moi, dans ma tête, je vois quand même les pièces, et je pense que c'est plus juste d'aller vers les présences, parce que c'est des gisantes qui se relèvent. Donc... Je te sens partante pour chaman, mais quand même, je t'invite à porter les 2. Oui, c'est sûr. Comme la dernière fois, tu mets sur chaque poignet, tu vis avec, Oui, et le choix va se faire naturellement, j'en suis sûr. Il y a un moment où ils parlent pour toi, les parfums. Après quelques ajustements pour lui donner davantage de volume aromatique, plus de vert et de montant dans ses notes de tête, Jeanne Visserial choisit un nom faisant écho à sa dernière exposition, Armorescence. Le résultat final s'articule autour de 2 blocs complémentaires. D'une part, un boisé fumé évoquant le Palo Santo avec du santal et du vétiver. D'autre part, un bouquet aromatique évoluant vers le brûlé avec un socle rappelant la sauge blanche consumée, composée à partir de sauge sclarée, de sauge officinale, d'un peu de styrax et de goudron de bouleau. Curcuma, gentiane et lentisque complètent l'accord avec une note verte, amère, assez tonique. Pour Nicolas Beaulieu, Armorescence n'est pas une fragrance intellectuelle, c'est un parfum de ressenti. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.